Sierra Nevada de Santa Marta est le plus haut massif côtier du monde. Ces montagnes, culminent à 5800 mètres d'altitude, plongent en quelques dizaines de kilomètres dans les eaux turquoises des Caraïbes, après avoir décliné sur leur pente une incroyable variété d'écosystèmes. Neiges éternelles, pâturages d'altitude, arbustes et grandes herbes typiques des Hautes-Andes, forêts de brouillard, puis tropicales humides, et enfin déserts côtiers et ventés hérissés de cactus. Nombreux géologues la décrivent comme une copie miniature de la planète entière. La Sierra Nevada aurait fait surface il y a plus de 300 millions d'années, tandis que la cordillère des Andes, beaucoup plus jeune, aurait à peine 15 millions d'années. La Sierra était donc une île avant que le plateau colombien ne fasse surface. Je m'appelle Lilian Vezin et je suis le réalisateur de ce film documentaire. Il y a quelques années, mon chemin croisait celui de Jean-Pierre Brouillon. Écrivain, grand voyageur, atteint de totale cécité depuis son adolescence. Nous avions ce rêve en commun, ce désir d'aller explorer le nord de la Colombie à la rencontre des peuples indigènes. Tú volcaste en mí todo el desamor que había en tu pecho, sin imaginar que a mi corazón lo hiciste sufrir. Ya me marcharé sin decirte adiós, todo está deshecho. Nous sommes dans le nord de la Colombie, pas très loin de la frontière du Venezuela. Aujourd'hui, les amis me disent que la Sierra Nevada est complètement dégagée. On voit le glacier et la neige. Imaginez une montagne qui domine la mer des Caraïbes. Le voyage commence à la ville de Santa Marta, où tous les membres de l'équipe doivent se retrouver. C'est une ville immense, bordée par la mer des Caraïbes, sur les contreforts des montagnes, dont on peut apercevoir les sommets de la plage lorsque le ciel est dégagé. Ce n'est que quelques semaines plus tard, de retour des montagnes, que nous saisirons mieux l'impact du choc des cultures. Le paradoxe démesuré entre les terres indigènes et la ville de Santa Marta. Fondée en 1525, c'est la première cité construite par les Espagnols en Amérique du Sud. Sa magnifique cathédrale abrite les restes du conquistador, fondateur de la ville. Partout, la musique locale transporte par ses airs qui résonnent dans les rues, notamment le vallenato, un genre musical faisant la part belle à l'accordéon et qui puise ses origines dans les Caraïbes et en Afrique. Cette ville fut également la dernière demeure du libertador Simón Bolívar. Cet illustre général, né à Caracas au Venezuela en 1783, restera célèbre dans l'histoire pour avoir tenté d'unifier les pays d'Amérique latine afin d'en faire une seule et même nation. L'équipe, Lilian Vezin, photographe, réalisateur. On a déjà tourné ensemble un film qui s'appelle « Deux hommes, un regard ». On a voyagé aussi en Éthiopie, où Lilian a réalisé aussi un film. Chicho, ça, c'est une belle histoire aussi. On s'est rencontrés il y a 37 ans. Où ? En Amérique du Sud. Il a été prof des écoles dans le Pacifique, un infatigable marcheur de moyenne montagne, et surtout un homme qui a, je dirais, dans la spontanéité, dans le sang, la capacité de relationner avec beaucoup de bienveillance, donc c'est merveilleux en voyage pour créer du lien. Et aussi, il me guide. Camille Barrault, qui s'occupe du son, et qui de temps en temps nous dit « Oh les garçons,
Vous êtes peut-être un peu négligé là. Bon, c'est vrai que quand il y a de la sueur, de l'effort, dans des moments un peu traversés de rivières, jungle et autres, c'est bien d'avoir un regard qui nous renvoie un petit peu à notre négligence parfois. Et puis, mon amie Ilona Schneider, polyglotte, cantatrice, superbe voix, et qui est notre traductrice. Leila Brouillot, dont je suis le papa, qui baroudeuse, je ne sais pas pourquoi, mais elle a ça aussi dans la peau, curieuse du monde, de tout, et un peu étudiante en géographie, et surtout ma guide dans les moments très compliqués, parce qu'elle me guide depuis qu'elle est toute petite. Notre camp de base actuel, un Carbet, dans un petit village, en bord de mer, et nous prenons des contacts ici et là, mais il faut reconnaître que c'est très difficile de trouver les clés pour ouvrir les portes de la Sierra. Je suis conscient que c'est une aventure délicate, parce que ces peuples se méfient à juste titre. Il faut savoir quand même que la colonisation, après toutes les guerres qu'il y a eu en Colombie, leur ont enlevé beaucoup de terres. Et voilà, ils sont très méfiants, donc nous ne savons pas. En fait, là, on part pour un voyage sans vraiment savoir du jour au lendemain comment ça va se passer. Il faut prendre aussi en considération qu'il y a encore les paramilitaires, les narcotrafiquants. Cet après-midi, on devrait rencontrer un représentant de la culture Kogi. Mais ces gens ne vivent pas non plus dans la même temporalité que nous. Donc parfois, on a des rendez-vous et les gens ne viennent pas. Mais de toute façon, voilà, c'est nous qui sommes en demande. Donc il nous reste à respecter leur rythme. Porque usted, como ya saben español, Sí. a traducirla a él. Y Sí. también y a ti nos traduce con nosotros. Sí. Y entonces eso sería bueno que estar junto con ellos. Sí. Porque es que nosotros no sabemos nada. Sí, claro. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, est-ce qu'on peut aller dans leur village, qu'ils nous donnent la date, est-ce qu'ils nous donnent la permission? Et surtout, ce qui est fondamental, c'est qu'ils y soient, eux, 4, parce qu'on a déjà eu une relation avec eux, et ils voient un peu qui on est, ils sentent qui on est, et ils connaissent notre demande. En cadeau, nous offrons au chef spirituel, le mamou, des coquillages que nous avions pris soin de ramasser avant notre départ sur les côtes bretonnes. Dans la culture Kogi, le coquillage est sacré, surtout pour ceux qui vivent sur les hauteurs de la Sierra Nevada. Jean-Pierre fait également découvrir ses écrits, et un de ses livres, en braille, sous les regards étonnés. Avant de donner une réponse, la communauté Kogi doit se concerter, ce qui peut prendre plusieurs jours, voire des semaines. En attendant, nous décidons de découvrir la côte et la montagne tropicale environnante. Avec une température quasi constante de 35 degrés, nos corps doivent lentement s'adapter à l'environnement. L'idée de ce voyage, c'est de rentrer dans différents villages, dans différentes vallées, donc de traverser pour cela la selva, la jungle, quoi, et rencontrer la vie quotidienne de ces populations. Un des petits obstacles pour nous, c'est l'arrivée de la pleine lune, qui est très importante pour les populations indiennes, car ils vont accomplir des rituels. Et donc en ce moment, ils sont en train de préparer ces diverses festivités, ce qui fait que c'est un peu plus compliqué pour les rencontrer.
Le bleu du ciel et le bleu azur des côtes des Caraïbes se confondent parfois. Mais ici, la limite est souvent interrompue par une flaque rose incandescente. Ce spectacle, déjà magique de loin, peu à peu se précise, et nous découvrons des nuées de flamants roses. Cette zone, bien que petite, est un véritable abri et nichoir pour de nombreuses espèces d'oiseaux. L'écosystème de la réserve rassemble à la fois des mangroves et de la forêt tropicale sèche, ce qui attire une grande variété d'espèces. Par là. Oh mon pauvre Jean-Pierre, là, t'es en sueur. Non, ça va. C'est là. J'ai mangé des nuages. Je les ai ingérés. Et ils ressortent aujourd'hui. C'est une manière de nettoyer le corps, tu vois. Bon, comment ça va? Bien. Oui, bien. Ouais, la côte est. Chaleur. La côte, c'est du 20%. Mais non, c'est pas ça. C'est le pourcentage du chemin qu'on a déjà parcouru. Et je me demandais si je montais la côte en reculant, si ça c'est- ferait pas un effet de descente. J'ai regardé, il fait 35 degrés là. C'est tout? Oh, ça va. Oh, Ouais, pour une minute, c'est bon. Il y a une chose très intrigante. J'ai la sensation que on va pas vers cette montagne, mais que c'est cette montagne qui nous appelle. J'ai eu des rêves, j'ai eu des contacts avec des gens qui n'étaient a priori pas dans mon champ de connaissances. Et c'est vrai que humblement, je ne sais pas comment dire ça, mais j'ai la sensation que la montagne peut-être un petit oui tiède, parce qu'on ne sait pas vers où on va, c'est très compliqué, mais j'ai la sensation d'avoir qu'elle m'ouvre sa porte, tout doucement, la montagne. Je te fais toucher un arbre qui a pas envie qu'on y grimpe dessus. Tu me fais toucher un arbre qui ne veut pas qu'on le touche, c'est ça? On grimpe dessus. Fais doucement. Hein. En bas, ils sont cassés. Donc, plus haut. Ah oui. Et c'est très pratique pour escalader. Oui, quand t'es un lilliputien. Et sinon, tu sens là, les petits trucs, ça c'est les chemins des termites qui se cachent. Elles circulent, tu sais, à l'abri de la lumière. Ah, C'est des petites particules de bois et sûrement de la bave de je sais pas qui. ça là comme ça, et t'as vu ça Ouais. part. C'est le chemin des C'est termites. ça. Et ça va jusqu'au sol. Ça va jusqu'au sol, il y a lui-même au sol et après ça va au termite. Et après, mais les lignes, tu les vois pas sur le sol. Ça dépend où. Parfois oui. Ouais. D'accord. Alors, comment ça va? Comment est-ce? Écoute, j'ai le cœur qui frappe un peu parce que il fait quand même très chaud. Et ça montait bien, mais voilà, c'est ça, on est dans la forêt. Un véritable bonheur. Écouter les oiseaux, bon, en même temps, se souvenir que 60%, 70% de la flore et de la faune ont disparu en Amérique latine. Le parc national naturel Terrona, à 30 km à l'est de Santa Marta, abrite une flore et une faune d'une grande diversité, avec, entre autres, de nombreuses espèces de primates, dont des singes hurleurs et une infinité d'oiseaux, dont des colonies de perroquets. Hop, et là. Alors, stop. Vas-y, très grand pas, ouais.
S'élevant à près de 5800 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce sont les sommets enneigés de la Sierra Nevada qui auraient attiré l'équipage de Rodrigo de Batistas en 1500 vers les côtes caraïbes colombiennes. En débarquant, les conquistadors découvrirent les Terronas, qui vivaient dans la région caraïbe et avaient une organisation socio-politique complexe. Guerriers, les Terronas n'acceptèrent pas la domination espagnole et refusèrent d'abandonner leurs coutumes, leur langue et leurs croyances. 80% de la population fut décimée, mais quelques survivants se retirèrent dans les vallées inaccessibles de la Sierra, en direction des sommets enveloppés de brouillard. Dès lors, commença ce que les Kogis surnomment la Noche, le côté obscur s'emparait de la Colombie. Ce domaine sacré était alors quasiment inhabité, notamment sur l'emplacement de l'actuel parc national de Terrona. Des descendants directs y vivent encore, les Kogis. Avec le temps, ce retrait s'est avéré salvateur. Il aurait permis aux Kogis de vivre coupés du monde jusque dans les années 50. Comment tu te sens avec ton genou là? Bon écoute, ça va, écoute, c'est plus facile, là on va rentrer au village. Mais ça a été, je crois que c'est la première fois que je marche dans un terrain, Dieu sait qu'on a fait des trucs tous les deux, dans la forêt au Cambodge. Et là c'était quand même compliqué, toi. J'avais toujours peur avec ces grandes plaques, là j'avais toujours, enfin peur, un peu l'appréhension toi, de vous coincer le tibia entre deux plaques et que ça casse. Ouais. Mais c'est incroyable comme tu le guides. C'était pas trop... Il n'y avait pas trop de vide, mais c'est vrai que les trous, c'était quand même assez inquiétant. Puis surtout dans Béjon, c'était pas... Mais pour ton vertige, ça allait. Ah, totalement, oui. Ouais. Non, mais je t'ai jamais guidé aussi longtemps dans un endroit aussi engagé. Ça, c'est sûr que... On en a fait d'autres ailleurs, quoi, mais... Non, ça, c'était bien long. Mon corps, il l'a senti aussi. T'as bien mal dans l'épaule, je suppose. Bah, doit t'avoir regardé avec tout le temps l'épaule en arrière. Ouais. Ah, c'est ça. Ouais. Ah, bah moi j'ai juste un peu abîmé un tendon, je pense, mais bon, ça va aller, je vais me reposer 2-3 jours avant de repartir Ouais. vers les villages Kogi en altitude. Ouais, à propos du guidage, parce que tu sais, pour moi c'est, je veux dire, voilà, on avait deux chemins hier, et en fait j'ai choisi le plus difficile, parce que j'ai senti que tu étais totalement responsable et que tu avais totalement confiance, quoi. Bah, je suis bien dans mon corps, complètement, j'ai confiance complètement dans mon corps, et j'ai pas de peur vis-à-vis de ça, du coup, je pense que ça facilite pour pouvoir être attentive au tien et que tu... Bah je sais pas, et te guider quoi. Après c'est vrai que c'est quand même chez moi, ça fait quand même longtemps que je te guide et si je me rends quand même compte de ce que tu arrives à faire ou pas quoi. Et ce que moi je peux faire ou pas aussi. Comment tu te rappelles la première fois que tu m'as vraiment guidée ou quand tu étais petite? Ouais. C'est vrai? Ouais, à la maison à la boule, on descendait la descente qui va aux poubelles là. Et je sais pas quel âge j'ai. Premier souvenir, peut-être 3-4 ans, j'en sais rien. Et tu me demandes de te guider, et ça me fait peur. Et je te guide, et tu me dis, pour m'aider, tu m'as dit que toi, tu avais confiance en moi, alors que moi, je devais avoir confiance en toi. Et du coup, je t'ai pris par le bras, puis on est descendu, je crois que ça s'est bien passé, et puis bah, depuis, ça se passe bien. Excellent, ma fille. Sol
J'ai quand même touché des points de guidage, de difficulté et d'intensité que je pense pas que j'avais déjà touché. Entre autres, cette expérience dans le Tayrona où on a descendu ce chemin dans des grandes dalles de granit, là, en descendant des rochers pas possibles. Sur la durée, parce que j'ai déjà fait des petits passages bien engagés comme ça, mais sur la durée, là, c'était... j'ai autant transpiré en descente que ce que je peux transpirer en montant des dénivelés pas possibles. Ça a été une attention longue, fatigante forcément, et en même temps ça retranche, ça m'a permis d'explorer comment est-ce que je guidais, de réfléchir à ça aussi, de qu'est-ce que je transmets oralement, qu'est-ce que mon corps va transmettre comme information, qu'est-ce que je peux utiliser pour le rassurer dans ses peurs du vide, dans les passages qui sont un peu difficiles. Oui, c'est super, vraiment c'est super. On vient de rencontrer Miguel qui était venu nous voir l'autre jour avec le mamou et ses 2 frères, et on est accepté dans leur village, dans la Sierra Nevada, petit village Kogi. Et je dis, c'est pour moi, je me disais oui, ça passera peut-être ou ça passera pas. Parce qu'en fait, mon ami anthropologue m'expliquait qu'on ne décide pas nous-mêmes d'aller dans la Sierra Nevada, c'est elle qui nous choisit. Et c'était un peu obscur, ésotérique pour moi jusque-là. Et cette fois-ci, j'ai compris que ce n'était pas une personne qui nous invitait, ni la communauté. C'est en fait des rituels qu'ils font de divination. Et à l'issue de ces divinations, ils nous disent si la Sierra Nevada veut nous accueillir ou pas. Et là, on est accueillis. Avant de partir en montagne, il nous reste à trouver des offrandes, du tissu et des poissons séchés, des présents assez rares dans la Sierra que nous offrirons pour remercier nos hôtes. Ah, c'est le tissu blanc? C'est celui-là. Non, il est noir, c'est là-dessus. D'accord. Elle m'a dit que c'était celui-là. Qu'on peut amener là-haut dans la Sierra. Voilà, exactement. Mais est-ce que vous imaginez, est-ce que vous réalisez, les filles? Non, c'est vrai, c'est très difficile d'aller dans la Sierra Nevada. Hein, les portes sont fermées pour beaucoup de raisons. Et on est invité dans un village Kogi demain. Moi, j'arrive absolument, d'une part, je suis très ému. Et j'arrive même pas à réaliser que ça va se faire. Alors pourquoi... C'est incroyable quand même. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Et voilà. Et pourquoi on amène du coton? Parce qu'ils tissent depuis très très longtemps, ils tissent leurs vêtements. Mais ce que j'ai compris, est-ce que vous avez compris la même chose que moi, c'est qu'ils continuent à le faire, mais en même temps, ils n'en ont pas suffisamment du fait que maintenant, avec les narcos, les guerrieros, les guerrieros, les privés qui ont en bas créé des bananeraies gigantesques arrosées de pesticides, Voilà, c'est ça les mines de charbon, ils ont perdu ils ont perdu leur terre en fait, beaucoup. Les terres basses, et le coton c'est dans les terres basses. C'est voilà. Ça. Et vu qu'ils n'ont plus ces terres-là, ils peuvent plus trop, donc ils sont obligés de venir l'acheter ici. Donc ils nous ont demandé un cadeau. Ouais, et c'est vraiment grand bonheur, on va leur permettre de s'habiller, et puis nous aussi de faire une belle rencontre. Ouais. Je suis très touché, très touché, vraiment. Les filles, on a beaucoup de chance. Oh oui. Super. C'est l'aventure. Ah oui, elle va tout mesurer. Comment on peut faire ça? Il y a un mètre. Un mètre. Une règle en bois d'un mètre collé à la table. Et après, elle va le rouler. Et puis après, elle va le rouler dedans. Nous reste à louer un 4x4 pour monter à travers la piste qui va vers la Sierra. Et ensuite à marcher avec les sacs à dos. Et je sais pas comment dire ça. À peut-être se laisser faire parce qu'on ne sait absolument pas du tout ce qui nous attend dans leur village. J'ai beau écouter le coq,
J'arrive pas à comprendre son augure. Dans ma vie de bourlingueur, j'ai passé beaucoup de temps à chercher les endroits les plus retirés de la planète. Mais cette fois-ci, les pistes pour accéder à la Sierra Nevada, qu'on a été obligé de prendre quelques fois en 4x4, sont vraiment impressionnantes. Des ravines, une érosion colossale. Leïla, qui aime beaucoup conduire, regardait toujours les pilotes avec beaucoup d'admiration en se demandant comment ils allaient négocier la prochaine ornière ou le prochain Rio à traverser. C'était très fatigant corporellement, presque plus que si on avait marché des heures sous le soleil. Donc voyage très difficile. Notre arrivée chez les Kogi est l'occasion de participer à une cérémonie d'accueil, avant d'aller découvrir le village et ses alentours. J'espère écouter et avoir de véritables échanges. C'est très délicat parce que ces gens... En fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut leur apporter, qu'est-ce qu'on peut échanger avec eux. Ça fait 40 ans que je voyage partout dans le monde et j'ai longtemps voyagé pour prendre, comprendre, aller dans les endroits les plus incroyables où il n'y avait pas eu de blanc et tout ça. Et aujourd'hui, je ne vois plus les choses comme ça. Je me dis que la vie, c'est un prendre, donner, libre. Et à chaque fois que je vais quelque part aujourd'hui, à la rencontre d'une population comme ça qui se protège, parce qu'ils se protègent de nous, je me demande qu'est-ce que je vais leur apporter dans l'échange. Sans monnaie, sans papier d'identité, sans écriture, les Kogi pratiquent une langue vernaculaire, le Kogiyam, et passent le plus clair de leur temps dans la nature, à cultiver, tisser, méditer et pratiquer des rituels chamaniques. Cette communauté respire harmonie et bonheur. À l'heure où nos sociétés cherchent à tâtons les clés du développement durable, les Kogi nous invitent à nous interroger sur la notion même de durabilité. Ils perçoivent le monde comme un vaste équilibre organique. Les rivières symbolisent le sang, le vent incarne le souffle, les arbres le système pileux, les rochers les os, les sommets la tête et le charbon le foie. La terre est comme le corps humain, car elle est faite des mêmes éléments. Comme le corps, elle a des lois spécifiques qu'il faut connaître et respecter pour éviter les maladies. Sí, lo he visto. La lèvre. Pas la lèvre, hein. De monte, creo que no. Uno que ha hecho así. Sí, sí, ok. C'est une longue attente qui commence alors pour nous. Les notions, notre rapport au temps est civilisationnel et très subjectif. Chez les Kogis, un matin, on leur pose une question. Ils nous disent on se réunit, on viendra vous parler tout à l'heure. On a attendu toute une journée entre vautrer dans le hamac, parfois un peu nerveux, on se racontait des blagues, on riait. Mais c'est vrai que c'était un miroir impitoyable pour nous mettre en face de notre impatience, maladive parfois, et surtout ce foutu désir d'avoir toujours un résultat. Ce qui est quand même très mentalité occidentale. Je fais quelque chose et je veux que ça me rapporte ceci ou cela. Nous sommes des exigeants. Et là, ça a été impitoyable. Et ils sont venus donc en fin d'après-midi, au crépuscule, en nous disant, avec beaucoup de tranquillité, on vous parlera demain matin. C'est jamais je vous parlerai demain matin, c'est la communauté qui nous parle. Ah ouais, à tous les étages. Leïla au-dessus de la tête, Ilona à côté. Waouh, un peu dur quand même, mais un peu froid. Il fait super froid ce matin. Là, on est en altitude, hein, et ça me gratte, ça me gratte. Oh, oh. J'ai attrapé la gratouille, je sais pas, c'est les puces, j'en sais rien. Mais c'est magique, là, le chant des oiseaux ce matin à la Sierra. Bon, allez, j'ai mis un peu les mains dans les crottes de roi, il y en a partout autour. Là, Nous sommes conscients que nous ne ferons que
aborder cette culture très spécifique, parce qu'il faudrait des autorisations pour aller en haute montagne, des autorisations qui sont extrêmement difficiles, voire quasi impossibles d'obtenir, car il faut être en contact avec ce qu'on appelle ici les mamas, c'est-à-dire les chefs spirituels, dont certains vivent à très très haute altitude. Ben, on est en train de manger un petit déjeuner, le desayuno, à base de riz et de malanga, une racine. Très fibreuse. Il n'y a pas d'épices du tout. Hein. Vous remarquez que c'est pas du tout. Il n'y a pas l'excitant des papilles. Je te fais toucher les maisons, à quoi elles ressemblent. Ah oui, j'aimerais bien. Ouais. Ça, c'est le toit, qui est en palme, en roseau, quelque chose comme ça. Ça pourrait être du roseau, ouais, d'autant plus qu'il y a Les feuilles, la partie feuille. ouais, une rivière. Et en dessous, il faut que tu te côté. baisses parce que le toit il descend assez bas. Là, tu as le tressage. Ils nous ont expliqué hier, c'est des roseaux qu'ils ont fendus et puis aplatis. Et ils sont tressés un dessus, un dessous. Tu crois ils les tapent pour les aplatir, non? Je pense, je sais pas. La nuée est l'habitation où se réunissent les Kogi pour aborder toutes les questions importantes qui touchent la communauté. C'est une sorte de modèle réduit de la Sierra, de la mère nature et donc du féminin. Et tu as deux petits pics, comme deux cornes qui sortent verticales. Les deux extrémités que l'on voit sur le toit sont ainsi une métaphore des deux sommets sacrés de la Sierra. Elles permettraient de se connecter également avec les énergies du cosmos et au reste du monde. On est nouveau sur le même toit. Ouais. Celle-ci, elle a le toit qui est plus haut. Elle est plus haute. Elle est plus haute. Et là, on a la structure qui est apparente, bien dessous. La structure qui est apparente avec des bois Ça c'est étonnant. en Donc, verticaux. c'est pas du bambou. Hein. Non, ça c'est du bois. Ouais. Et par contre, des tranches de bambou Des tranches de en bambou horizontaux. En horizontaux, oui. Et dans les carrés qui sont formés, les rectangles qui les sont interstices, formés ouais, c'est rempli de... de terre humide, foutue là. Et tu crois que c'est de la terre qu'ils ont projetée, qu'ils ont roulée comme ça à la main Ouais, c'est collé. même pas tant fait ça. C'est des boules à mon avis, et splorch. Et puis... Un jour où il pleuvait. Totalement inclus dans la nature. Les Kogi n'ont pas de maison, au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire un lieu fixe dans lequel ils se sentiraient chez eux. Pour eux, il ne s'agit que d'abris où l'on dort, rien de plus. On ne rentre pas à la maison, on arrive simplement sur une terre où il y a de la nourriture. Pour survivre, chaque famille se doit d'avoir 2 ou 3 fincas, une en terre froide, où l'on cultive essentiellement oignons et pommes de terre, une autre en terre chaude, et une 3e en terre tempérée, près d'un centre de cérémonie ou dans un village. Des villages que les habitants de la Sierra Nevada habitent très peu, et qui ne servent que pour certaines occasions, cérémonies religieuses ou réunions politiques. Du coton. Moi, j'aimerais. En France, nous n'avons pas de poporo. Et j'aimerais connaître le rôle spirituel du poporo dans votre tradition. Et j'aimerais aussi, si c'est possible, avec respect, pouvoir toucher comment c'est fait. Le poporo représente la carte d'identité de chaque homme. Il est composé de 2 accessoires. Une sorte de calebasse évidée qui contient coquillage écrasé et représente la féminité. Le 2e accessoire est une tige de bois qui représente la masculinité. Elle sert à porter la poudre de coquillage jusqu'à la bouche, tandis qu'il mâche la feuille de coca. La forte alcalinité des coquilles réagit au contact de la coca et libère ses principes actifs. Avec le temps, l'orifice du poporo se couvre d'une fine couche de calcium, durcie par le frottement répété du bâtonnet. On voit souvent les Kogi frotter leur bâton sur le poporo, de manière machinale, bien que le bâtonnet soit déjà sec.
Il s'agit, en réalité, d'un geste hautement symbolique. Ils consignent ou écrivent leurs pensées sur leurs poporos. D'accord, donc ça c'est le bas. C'est comme une calebasse. Les mamous, Calebasse, ou une mamas, calebasse. représentent la figure centrale dans la culture Kogi. Ils incarnent la loi sacrée. Ils sont la clé entre le pouvoir céleste et les hommes. Amenés à un niveau élevé de conscience, ils ont pour rôle de maintenir l'équilibre des forces dans les villages, mais aussi dans le monde entier, par le biais de chansons, de méditations et d'offrandes rituelles. Mamou Saleh m'a un peu parlé, a un peu évoqué cette initiation qui devient très rare pour devenir un guide spirituel de la Sierra, qui consiste à vivre plusieurs années dans les cuevas, c'est-à-dire dans les grottes, avec beaucoup de choses auxquelles on n'a pas accès, mais j'ai juste appris quand même qu'ils font tout, quand on est immergé dans le noir, pour ne pas distraire les sens et pour ne pas non plus provoquer d'excitation émotionnelle, par exemple en donnant des nourritures pimentées ou salées ou sucrées. Et ça m'a beaucoup fait penser à diverses traditions spirituelles, au soufisme, au bouddhisme, où on considère que la première naissance, celle qui est corporelle, n'est pas suffisante, qu'il faut retrouver un deuxième regard sur la vie, d'où les pratiques de méditation. Et ça me fait penser à ce dont m'a parlé Mathieu Ricard lors de notre dernière rencontre. Dans quelques semaines, là, je pars en Colombie, dans la Sierra Nevada, pour rencontrer une communauté indienne. Et il y a une pratique qui leur appartient. Ils isolent certains membres consentants de leur communauté dans le noir pour retrouver un nouveau regard, régénérer le regard sur la vie. Ça peut durer des années. Donc c'est pour faire renaître un regard harmonieux avec le vivant. Et j'ai pensé à toi, parce que je me suis dit, je pense que dans le bouddhisme, on doit avoir des pratiques. On recherche un regard autre sur la vie. On cherche une nouvelle naissance, me semble-t-il. Oui, mon cher Jean-Pierre. Alors écoute, façon de voir le monde très différente, puisque dans l'obscurité, on est finalement livré à le monde existe, mais je n'ai pas les formes et les couleurs ne m'apparaissent pas. Et donc, généralement, dans ces circonstances-là aussi, il y a très peu d'autres perceptions, à part tactile peut-être, si on est assis quelque part. Mais il n'y a pas forcément trop d'odeurs. On essaie d'éviter qu'ils soient des endroits trop sonores. Mais on a le monde absolument extraordinaire qui se déploie, le monde de notre univers mental. Alors ça peut être des constructions mentales sans fin qui sont tiraillées entre l'espoir et la crainte. Et ça peut être aussi de reposer dans la présence éveillée de la paix intérieure. Donc, dans ces circonstances-là, la façon dont on connaît notre esprit, dont on gère nos pensées et dont on va encore plus vers la liberté intérieure, devient encore plus cruciale. Donc le noir est un miroir fabuleux. Le noir nous met simplement, on est simplement avec notre esprit et rien d'autre pour nous distraire, on pourrait dire. Et donc c'est une façon extrêmement puissante de montrer le pouvoir créatif de l'esprit et par voie de conséquence, de se dire que finalement la façon dont on perçoit les phénomènes quand on est dans le monde, qu'on entend des sons comme les petits oiseaux maintenant, qu'on voit toutes sortes de formes, qu'on a des senteurs, des touchés, des goûts, que certes on est mis en relation avec un certain phénomène, mais que l'expérience qu'on a, la cristallisation de cette expérience, c'est la rencontre avec notre conscience. Ce n'est pas simplement les phénomènes qui se manifestent tels qu'ils sont, ils se manifestent en interdépendance avec notre conscience, il y a une sorte de co-création, et donc ils n'existent pas en eux-mêmes. Par contre, notre monde est cette interaction entre notre conscience et les phénomènes extérieurs. Donc dans le noir, finalement, il y a une seule interaction, c'est avec notre propre esprit. Il a le pouvoir de conjurer des mondes qui, pour certains, peut-être des mondes de grande félicité, de paix intérieure et de beauté, et pour d'autres, des mondes de tourment. Donc,
D'où la nécessité de ne pas faire ça n'importe comment, d'être guidé par un maître. Et c'est une pratique dans le bouddhisme tibétain que certains font encore, c'est assez rare. Et s'ils le font, c'est déjà des méditants extrêmement avancés. Voilà. En tout cas, toutes les informations que j'ai sur les Indiens qui vivent dans cette montagne disent qu'il faut retrouver un nouveau regard pour être bienveillant avec la vie et se reconnaître dans la pierre, se reconnaître dans la source, être un avec, ne plus être séparé de l'ensemble de la nature. Alors effectivement, ça peut permettre d'avoir une meilleure connaissance de la nature profonde de notre esprit. Et de ce fait, de mieux se relier au monde. C'est ça. Et le sentiment d'unité, c'est aussi la cohérence et l'interdépendance. C'est le fait que cette grande égalité dont je parlais, c'est une sorte d'unité en fait. Tous les phénomènes sont une certaine unité dans le fait qu'ils ont tous la même nature ultime. Ouais. Écoute, je viens d'arriver, je vous ai vu parler avec les Kobli. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui a l'air de changer. Il se passe, Chicho. Il se passe que on va être obligé de repartir probablement pas à pied comme on l'avait initialement prévu et pas tout seul. Parce que ils se sont réunis cette nuit, là, ils ont fait. Tout passe par le mamou et la divination aussi. Tous les choix en tout cas, toutes les options, tous les choix. Et en fait, ils ont découvert qu'il y avait des paramilitaires qui rôdent dans la région. Enfin très proches. Donc c'est un peu dangereux pour nous, bien sûr, mais pour leur communauté. Et donc on va partir. Je pense qu'on va partir plus tôt que prévu, mais bon, là en ce moment, ils sont encore en train de comment dire ça, de se rencontrer là sur la colline et de discuter avec le mamou. On est en train d'attendre, on avait rendez-vous à 8h, il est 9h. Est-ce que tu as quand même remarqué depuis les quelques jours qu'on est là, à chaque fois qu'ils nous proposent de faire quelque chose avec eux, ils viennent nous demander si on a envie de parler de ceci, parler de cela, ou ils nous posent une question. Et après, il faut qu'ils aillent rencontrer le mamou, ils se réunissent, et ça peut durer comme hier, toute la journée en fait. Hier, on était supposé filmer, mais on est resté toute la journée à attendre. À bronzer sous les tôles. Il y a beaucoup de matériaux pour produire ces sacs que l'on appelle mochilas, et chaque village a des techniques différentes. Elles sont élaborées à l'aide de fibres végétales ou des fils de coton teint à l'aide de colorants végétaux. Leurs couleurs sont les mêmes que celles qui identifient les terres qui couvrent la sierra. Le tissage des mochilas que portent les hommes en bandoulière et qui leur sert bien souvent à transporter des feuilles de coca est effectué par les femmes. Un homme porte souvent 2 à 3 mochilas croisés sur sa poitrine. Dans l'une, il y met ses objets rituels. Dans une autre, des objets courants. Et dans une autre, le poporo. Chaque sac représente une pensée différente, tissée. Dans un proche avenir, je souhaite créer une coopérative où sera gérée la fabrication et peut-être même la vente des mochilas. Luis, il dit qu'il raconte un peu l'histoire de la Sierra. La Sierra Nevada, c'est chez nous. Les personnes qui viennent ici, les randonneurs par exemple, ne devraient pouvoir venir qu'avec notre autorisation. Partout, il y a des endroits sacrés. Nous faisons beaucoup de rituels ancestraux. La Sierra est connectée à toute la planète, à travers ces lieux sacrés. Il y a des lieux interdits aux femmes. Il y en a d'autres interdits aux hommes. Les personnes qui viennent ici violent nos lois, et cela nous rend malades. En ce moment, on est en train d'enlever le sang, le cœur, les veines de la mer, de la nature, à cause du pillage, des ressources et des pollutions. La Sierra Nevada est très malade. C'est pour la même raison que la Terre entière est malade. Nous aimerions des accords entre vous et nous, entre les petits frères et les grands frères. Nous vous avons autorisé à venir pour échanger, partager des choses. C'est bien pour vous et pour nous. Ce film peut aider à nous faire connaître et surtout à faire respecter et perdurer notre culture. C'est un plaisir de vous recevoir, car cela aide à la protection de la mer. Aussi petite que soit cette aide, c'est déjà beaucoup. Le plus important, c'est de restaurer le lien entre les hommes et la nature, entre les hommes et leur mère.
Nous vous remercions pour la clarté de ce message qui pour nous sera quand même assez facile à transmettre, parce que vous l'avez très bien expliqué. Parte de una historia pequeña y una parte de historia grande de la Sierra Nevada. Aquí hay muchos niños. La communauté Kogi nous a demandé, après quelques jours, de partir. Et en fait, on a compris qu'ils étaient très inquiets. Ils ont demandé notamment à Lilian de ne plus faire voler le drone, parce que c'était très visible de loin. Et ils ont fini par nous expliquer que les paramilitaires étaient très proches. L'époque est un peu trouble en ce moment, même très caliente comme ils disent. On n'a pas réalisé, nous, dans le moment, à quel point c'était dangereux. Et en fait, quand on est descendu, on voulait rester dans un village, une petite bourgade, qui était à quelques heures de leur village. Et là, ils nous ont dit de ne pas rester là, parce que c'était un des épicentres des narcos, il y a encore quelques années. Et ils ont très clairement signifié que c'était dangereux pour nous, avec les paramilitaires actuellement, qui sont au service des privés, qui cultivent, on le sait, la coca, mais aussi les bananeraies intensives, les minerais, le charbon et autres. On avait la sensation de vivre quelque chose de si fondamental dans leur village, avec les nombreuses rencontres, qu'on n'arrivait pas à réaliser que ça pouvait être dangereux. Mais ils nous l'ont réellement signifié plusieurs fois, et on est descendu donc au bout de quelques jours. Après 3 heures de 4x4 et de chemin mouvementé. La piste était... Ouais, c'était encore une belle piste ce matin. Leïla me disait, elle me décrivait tout à l'heure que par moment la piste c'est carrément... c'est que des ornières, c'est la ravine quoi en fait. Oui, ça fait penser un peu aux latérites malgaches, un peu. C'est bien raviné. Je pense que quand il pleut ici, ça doit être sévère. On va pour monter La ici. terre doit descendre complètement. Après, je pense qu'il pleut beaucoup moins que sur le versant nord de la Sierra, étant donné que la montagne arrête les nuages océaniques. Mais quand même. Et nous voilà à Nabuzimake, la capitale des Arhuaco. Et l'objectif, ça va être de découvrir le village et les alentours pendant quelques jours. Ouais, et puis voir la végétation, qui est quand même un peu très différente de l'autre côté. La manière, l'agriculture aussi sans doute. Les maisons qui sont, vous m'avez dit, bien différentes des maisons Kogi, dans le sens où les Kogis ont des maisons rondes, alors qu'ici les maisons sont carrées, c'est ça? Voilà. Oui. Je vais toucher dans quoi on évolue. Oui. C'est un chemin qui est taillé dans la roche comme ça, Ouais, mais qui est à l'intérieur un peu jaune, un peu orange. Et dessus il y a dû avoir des mousses ou des lichens qui font que c'est noir. Ça c'est frite là. Toi on dirait du vieux, moi j'y connais rien en géologie, mais on dirait du vieux granit. Ouais, ça pourrait être du vieux schisa, ouais, du schisa. Ouais, c'est Comme ça. on a chez nous. Ouais. En termes d'handicap, je crois que le vrai finalement c'est la vieillesse. Il y a un philosophe qui disait, le philosophe c'est Sioran d'ailleurs, qui disait la vieillesse c'est l'autocritique de la nature. Ça va? Ça va. Quand Ça- je pense qu'il y a, Ça fatigue quand même. quand je pense qu'il y a 22 ans, ma fille, je te traînais dans le sac à dos, déjà en Afrique. Et voilà, et après tu es devenu un peu autonome, mais tu me guidais pas. On est allé comme dans le Sahara, en Amazonie, le goût du voyage quoi. Et Ouais. puis je me dis que là, depuis que tu as 12 ans, on est partis tous les deux, un peu partout, hein, sur la Terre, sur des terres différentes, accidentées parfois. Puis je me dis que là maintenant, bientôt tu vas me tirer. Hein. Ouais, je te prendrai une charrette à bœufs et je te tirerai. Ouais.
ajoutera un handicap. Plus les jambes. Ça te fait quoi, toi, de te balader avec ton vieux père, essoufflant, essoufflé? Bon, ça me va parce que je souffle aussi, alors si t'étais gambadant devant, ça me frustrerait. Ouais. Mais il faut voir là, il fait bien chaud, c'est très sec, bon soleil. On est loin de tout. J'étais en train de me dire, est-ce qu'à moins de 2-3 jours, il y a une buvette? Tu vois, je rêve d'une cerveza fria. Si, une bonne bière, avec du citron. Ah oui, juste. Ouais. Bien vu. Carrément. On va aller la chercher. Ouais, vamonos. C'est ça, hein? Yo no rompí el cristal, fue la luna roja, la loba en celo, fueron tus dedos que me tocaron y se volvieron. Viene de ti, viene de mí, viene del viento, no miento, es un sentimiento, es un sentimiento. Viene de ti, viene de mí, viene del viento, no miento, es un sentimiento. Es un sentimiento. En San Fernando fumé un poquito, fue lluvia seca, no fue delito y que no necesito a nadie, yo te preciso. Dime que no rompiste la madrugada, que no te... Ah oui, tu m'appuies pas sur les doigts, Leïla. Hein? Non. Parce que là... C'est partout. En bas moins, mais Ça s'appelle un arbre qu'on ne peut pas escalader. un arbre qui pique. C'est pas... Tu crois que c'est de la famille du porc-épic? Pour sûr. Tiens, regarde, là, il y a les plantes que moi j'appelle les chocas, parce que c'est comme ça qu'on appelle à La Réunion. Je connais pas le nom latin ou quoi que ce soit, ni le nom d'ici. C'est les plantes dont ils extraient les fibres pour tisser leurs petits sacs, les mochillas. Autant les arhuacos que les kogis. Et c'est les femmes qui tissent, on a vu chez les kogis, les femmes qui le tissaient. Des fois c'est juste la teinte naturelle qui est un beige un petit peu. Et des fois ils les teignent avec des teintures naturelles. Et là la plante en soi est verte avec des petites, des belles épines jaunes orangées. Et en bas on voit qu'il y a déjà des feuilles qui ont été coupées de celui-ci qui est pas très grand. C'est de l'agave, non? C'est de la famille des agaves, je pense, oui. Je vais te faire visiter un petit peu le jardin là, de l'endroit où on est. Il y a une partie qui est légumes avec différentes plantes mélangées, avec plusieurs étages de végétation. Ça semble des jardins comme on peut un peu réfléchir en permaculture chez nous. Et il y a une partie un peu plus fleurie avec quelques médicinales. Et il y a le ruisseau qui traverse au milieu, c'est assez sympa. Au sol là qui rampe, on a des feuilles de cucurbitacées. Ah oui, je reconnais. La texture. Au-dessus, là on sent la structure. Et en fait, ce qui pousse dessus, c'est leur mûr. Donc ils font des joues de mûr. Donc il y a les mûrs qui poussent dessus. Et au milieu de tout ça, il y a ce que nous on appelle manioc, mais qu'eux appellent yucca. Ça, ils arrachent du sol et on mange c'est la racine qui est mangée. Donc on a donc les courbes, tout touche. Et tout ça, c'est sur une butte. Tout ça, c'est construit sur une butte. Ça veut dire qu'en dessous, ils ont dû probablement mettre quoi? Rajouter des branchages, peut-être du crottin des mules ou des brebis, de la terre, des feuilles coupées. Il y a dessus d'ailleurs des branches d'autres choses coupées. Au-dessus de la butte, il y a ici un tronc. Ah oui. C'est un arbre fruitier de la famille des anones. Alors je sais pas lequel c'est exactement. Il est là. Ah, il tombe pas, il est pas mûr. Non, il est pas mûr. Bah là, oui, ils sont toujours comme ça. Ça me rappelle aussi les chicous en Inde qui sont un peu plus petits, avec une peau toute bosselée comme ça. Et dedans, c'est avec plein de noyaux lisses. Oui, ça fait blanc, la chair blanche un peu granuleuse avec des noyaux noirs. Et c'est tellement bon en jus. Et quand c'est bien mûr, c'est un goût de poire un peu caramélisé. C'est ça.
Alors on arrive dans la partie animale. T'as des clapiers, attention, c'est donc tu passes. Avec des lapins. Bonjour les lapins. Mais ils sont au fond. C'est même pas fermé. Et comment ça se fait qu'ils s'évadent pas? Bah ils sautent pas, je crois. Là on est dans le long du chemin des deux côtés. Il y a ces feuilles en forme de cœur qui sont le malanga, ils appellent ici. C'est la racine qu'on a mangée chez les Kogis, là-haut, dans le village. C'est ça, les racines blanches un peu farineuses, assez douces. Ouais. Et là, il y en a donc tout le long. Au-dessus, il y a des troncs de bananiers. Ah oui. Donc ils font de l'ombre aussi, sûrement pour garder une certaine humidité, parce que c'est des plantes qui aiment bien l'eau, le malanga. Là, entre les bananiers, tu as des branches qui sortent, tu as des petits caféiers. Et là, tu sens les grains de café. Ouais. Ils sont verts encore, ils sont pas mûrs. Quand ils sont mûrs, ils deviennent rouges. C'est vraiment de la culture étagée qui permet de maintenir les températures, les humidités avec différentes hauteurs de plantes. Alors là, on a une parcelle devant nous qui est de la terre qui a été retournée un petit peu. Et dedans, il y a des arbres, il y a plusieurs agrumes qui ressemblent à des orangers, je pense. Il y a un plant de tomates arbustes. C'est un arbuste. Devant, il y a un fruitier, mais je ne sais plus lequel c'est. Et au fond, il y a des plants de canne. Oui. Alors, est-ce qu'ils l'utilisent ici pour faire leur panella? Est-ce qu'ils la mangent juste comme ça? Je sais pas. Bah, on a vu au village qu'ils avaient de la panella. Donc... Oui, ils en font. Là, il y a toute une liane de fruits de la passion, avec tous les différents stades. Tu as les feuilles. Oui, qui sont... C'est des trois, comme des pattes de poule un peu. Ouais, 3 lobes. Tu as les bourgeons de fleurs. Oui. Et un peu dedans, là, tu as les fruits. Oui. Ils sont petits encore, ils ne sont pas du tout à maturité. Tiens, là, tu peux toucher un régime de banane avec en bas la fleur. Et au-dessus, les bananes. Je me demande si c'est pas des bananes plantes. Hein. Donc des bananes à cuire. Et la fleur? Violette. Et c'est ce que je touche là? Oui, c'est des gros pétales très épais. Tu sais, on le mange en Asie, on le mange coupé fin en salade. Ah oui, c'est excellent ça au Cambodge, tu te souviens? On mangeait ça dans les marchés. Et en fait, les pétales violets là, c'est pas des pétales. Ça protège et les fleurs, c'est des toutes petites choses qui sont sous les pétales. Ah oui, je sens. Et d'où sortira chaque banane. Ah oui, donc ça va se faire en étagère comme ça. Oui. En étagère. On sent toute l'humidité qu'il y a dedans, qui a dû être ramassée par la nuit, qui coule le long. Ben là, tu me dis qu'on est devant le jardin, je vais te dire, sans voir, ça m'évoque le Maroc, le Nord-Maroc, ça m'évoque aussi le Cachemire ou l'Afghanistan. Est-ce que c'est possible qu'il y aurait un plan de cannabis là? Ouais, ben en fait on arrive dans la partie plus médicinale du jardin. On a des plantes de marijuana là. Ah oui, c'est ça. C'est beau, c'est beau. Et autour il y a différentes plantes qu'ils doivent utiliser dans leur médecine traditionnelle. Un peu plus loin on voit du romarin. Il y a des capucines qui sont des comestibles aussi, il y a des œillets d'Inde, il y a des soucis. Et tu crois que le coq il chante comme ça parce qu'il a les fragrances de la marijuana? Parce qu'en fait ils utilisent ça ici sur le plan médicinal. Ça, c'est un nom, je le connais de la Réunion mais je sais plus ce que c'est, mais c'est une plante médicinale aussi où il y a le papillon qui est en train de butiner. On est sous un arbre qui est rempli d'épiphytes et il y a ce qu'on appelle les cheveux d'ange, les filles de l'air, la barbe de Saint-André, Saint-Antoine. Ah, ce qui est capable de vivre plus. Sans racines, c'est ça? Ouais, qui sont posés et qui dégoulinent, ça fait vraiment comme des cheveux, des barbes. Et cet arbre-là, on est rempli. Et ça s'alimente par l'humidité de l'air, c'est ça? L'humidité de l'air, ouais. Exactement. Et il y a aussi des gros épiphytes qui font comme des couronnes vertes, beaucoup plus vertes, ça c'est gris. Ouais. Beaucoup plus vertes, et puis d'autres, et puis il y en a certaines qui sont en fleurs,
C'est sur le tronc, les branches s'accrocher de partout, c'est magnifique. Ça change complètement l'arbre. Il n'y a plus juste des branches nues, il y a des trucs qui dégoulinent de partout. Est-ce que je peux te dire que ça fait une ombre salvatrice? Tu fais 1 mètre à gauche ou à droite et tu es brûlé par le soleil. Oui. C'est vraiment la différence à cette altitude de l'ombre et du soleil au niveau de l'exposition, c'est vraiment impressionnant. Un mur. Comment est-ce qu'on ferme? Ilona nous a, comment dire ça, féérisé, j'allais dire l'instant, le crépuscule, avec sa voix incroyable. Je lui disais, mais on dirait que tu as bouffé des oiseaux, tellement c'était fin, subtil, bouleversant quand elle a chanté dans un silence, avec les oiseaux, les insectes de fin d'après-midi, avec le ruisseau derrière. Pour moi, ça a été un très, très, très délicieux moment. Les Kogi nous enseignent que la terre-mère est à la fois l'énergie et l'équilibre. Si nous ne respectons pas les règles, nous devenons tels des enfants perdus. Et à terme, les choses vont mal se passer. La nature sera peut-être toujours là, affaiblie, mais l'espèce humaine risque bien de disparaître. Nous sommes aux prémices de la fin d'une civilisation. Les dangers que nos sociétés modernes provoquent au regard de la nature et des êtres vivants ont atteint de tels niveaux qu'il est urgent qu'on se parle, parce que nous sommes unis par une aventure commune. Nous devons ouvrir les yeux sur l'état actuel du monde, ce que l'on a fait, ce que l'on fait et ce que l'on doit faire aujourd'hui pour le réparer. Un peu partout dans ce monde, des hommes et des femmes s'organisent pour déployer des solutions, dans le respect de la nature et des humains. Des personnes réécrivent l'histoire, en nous disant qu'il n'est pas trop tard, mais qu'il faut nous bouger, maintenant. Des hommes et des femmes qui nous donnent les clés du paradigme, comme par exemple l'écrivain Pierre Rabhi, le navigateur engagé Corentin de Châtel-Perron, ou encore les fondateurs de la ferme du Bec-et-Loing, une école à la permaculture. Une planète comme la nôtre, on a du mal. Donc on a une chance inouïe qui relève d'une probabilité, mais qui est absolument incroyable, que d'être sur une sphère de cette beauté, de cette vie, et au lieu de, justement, d'avoir ce sentiment sacré et prendre soin de cette planète mère, eh bien, tout ce qu'on sait, c'est la sacrifier à l'avidité humaine et au lucre. Voilà. Et donc c'est là où il y a quelque chose à faire par rapport à, sommes-nous dans la cadence juste par le toujours plus indéfini que propose la croissance économique, ou est-ce que le moment n'est pas venu de venir à quelque chose de modéré, c'est-à-dire la modération en tant que puissance. Partout autour du monde, il y a des inventeurs, des hommes, des femmes, des passionnés, des géotrouve-tout, des entrepreneurs qui innovent pour trouver des solutions à des problèmes locaux. Par exemple, au Cap-Vert, Sergio a mis au point un système simple de culture qui permet de faire pousser des légumes dans des zones super arides. À Madagascar, Madame Vola lutte contre la malnutrition des enfants en cultivant de la spiruline. Au Sri Lanka, Rohan met au point un système pour transformer localement des déchets en carburant.
Nous nous inspirons d'une approche contemporaine qui s'appelle la permaculture. Elle est née en Australie dans les années 70. Et l'idée est simplissime, un enfant peut la comprendre, c'est s'inspirer de la nature. S'inspirer du fonctionnement des écosystèmes naturels pour créer des installations humaines de tous ordres, fermes, jardins, villes, entreprises, qui fonctionnent autant que faire se peut comme des écosystèmes, c'est-à-dire en boucle, sans générer de déchets, avec un maximum de productivité. L'étymologie de permaculture veut dire culture permanente. Donc il y a cette idée de chercher à habiter durablement la planète. À cette époque où on parle de grands bouleversements de civilisation, climat, sociaux, je crois qu'il est fondamental de pouvoir écouter ce que ces peuples de la Sierra Nevada ont à nous dire. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar.